Je crois que ton gingéal est encore meilleur ce soir, patron, et en même temps ma tête tourne avec une question depuis des jours. Ta tête qui tourne m'inquiète plus que le gingéal, Camille, dis-moi ce qui te tracasse. Je tombe tout le temps sur des vidéos avec des enfants sur YouTube, ils ouvrent des jouets, ils font des sketchs, ils testent des vêtements, et je ne sais plus si je dois trouver ça mignon ou un peu inquiétant. Tu parles de ces enfants influenceurs qui ont des millions de vues et qui semblent vivre dans un décor de publicité permanent. Oui, exactement, ils ont une chambre parfaite, toujours bien rangée, des montagnes de cadeaux, et je me demande à quel moment ça arrête d'être un jeu et ça devient un vrai travail. C'est une question simple en apparence, mais derrière il y a tout un monde fait de contrats, de lois, de familles et d'enfance qui se mélangent au business. Tu veux dire que ces enfants ne sont pas seulement des enfants qui s'amusent devant une caméra, mais presque des petits professionnels sans carte de visite. On peut le dire comme ça, même si sur les vidéos on entend surtout les rires, derrière l'écran il y a souvent des horaires, des marques, des objectifs à atteindre. Je me sens un peu coupable, parce que parfois, je regarde ces vidéos, je clique sur la suivante, je trouve ça divertissant. Puis, une petite voix me dit que quelque chose cloche. Cette petite voix est précieuse. Elle te dit que tu vois bien que l'enfance a une valeur spéciale et que la transformer en spectacle permanent pose forcément des questions. Tu peux m'expliquer doucement ce que tu entends par là, parce que je sens le malaise, mais je ne sais pas mettre des mots dessus. On va prendre les choses dans l'ordre, comme une bonne dégustation, d'abord le goût agréable, ensuite l'arrière-goût, et enfin la question de savoir si tout ça est vraiment bon pour la santé. Alors commençons par le goût agréable, parce que ces vidéos semblent rendre tout le monde heureux, les enfants, les parents, les abonnés. Au début, souvent, c'est vraiment ça, une famille qui partage un moment de jeu, qui filme un anniversaire, une blague, une journée au parc, et c'est plutôt innocent. C'est un peu comme quand les parents filmaient les fêtes de famille avec un caméscope, sauf que maintenant la famille entière est potentiellement le monde entier. Exactement, la différence c'est que la vidéo n'est plus rangée dans un tiroir, elle devient un produit qui peut rapporter de l'argent, de la visibilité, et parfois une forme de célébrité. Donc le premier pas, c'est le plaisir de partager, et le deuxième pas, c'est la tentation de continuer parce que les chiffres montent et que ça rapporte. Oui, et le troisième pas arrive souvent sans que la famille s'en rende compte, c'est le moment où l'on commence à organiser la vie autour du contenu. Tu veux dire que les week-ends, les vacances, les repas, tout commence à être pensé en fonction de ce qui ferait une bonne vidéo. C'est là que le mot travail commence à se rapprocher, parce que quand on répète une scène, quand on planifie une journée pour filmer, quand on négocie avec des marques, on n'est plus seulement dans le jeu. Mais un enfant peut-il vraiment comprendre que ce qu'il fait ressemble à un travail, surtout si les parents disent que c'est juste pour s'amuser? La plupart du temps, il ne le comprend pas complètement. Il ressent surtout qu'il doit être souriant, disponible et qu'il ne faut pas décevoir les parents ni le public. Je me demande comment on en est arrivé là, parce que les enfants acteurs au cinéma existaient déjà, mais là ça me paraît plus diffus et plus proche du quotidien. Tu as raison, les enfants acteurs ont toujours existé, mais ils étaient encadrés par des studios, des règles, des syndicats. Alors quoi, je dis oui, la scène peut être le salon et le réalisateur peut être le parent. Donc on a transporté le plateau de tournage au milieu du salon, avec la chambre comme décor et l'enfance comme scénario principal. Et tous avec une caméra de téléphone, une connexion internet, une plateforme et parfois des contrats qui arrivent par mail. Je réalise que ce n'est pas seulement une histoire de vidéo mignonne, c'est une nouvelle façon de penser l'enfance, presque comme une marque. Oui, certains parlent même de marque enfant, parce que l'image de l'enfant est utilisée pour vendre des produits, pour construire une identité publique, parfois avant même qu'il sache écrire. C'est fort comme idée, imaginez que ton prénom et ton visage deviennent une marque avant que tu aies choisi ce que tu veux être. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps d'en parler, parce que derrière, il y a une question de liberté, de consentement, de souvenirs et de futur. Avant de plonger dans les problèmes, j'aimerais aussi savoir s'il y a des côtés vraiment positifs, parce que je suppose que ce n'est pas toujours sombre. Tu fais bien de le demander, parce que sinon on tomberait dans un discours catastrophe, alors qu'il y a aussi des expériences où l'enfant découvre la créativité, la technique, la confiance en soi. Je peux imaginer un enfant qui adore raconter des histoires, jouer la comédie,
qui se sent fier de partager ça, un peu comme un théâtre en ligne. Et parfois, la chaîne permet à la famille de sortir de difficultés financières, de voyager, d'offrir des études, ce qui peut vraiment changer une vie. Donc il y a des familles qui utilisent cette activité comme une chance pour améliorer leur quotidien, et pas seulement comme un caprice de star. Oui, et certains parents mettent en place des règles claires, limitent le temps de tournage, respectent les envies de l'enfant et mettent de côté les revenus pour son futur. Dans un monde idéal, ce serait toujours comme ça, un peu de lumière, un peu de jeu, un peu d'argent, mais sans écraser l'enfance. Le problème, c'est que le monde n'est pas idéal, les tentations sont fortes, la pression monte et les frontières se brouillent très vite. Je le sens aussi en moi, même à mon niveau, quand je vois un petit succès sur les réseaux, j'ai envie d'en faire plus, alors j'imagine le vertige avec des millions de vues. Tu mets le doigt sur quelque chose de très humain, plus on reçoit d'attention, plus on a peur de la perdre, et c'est encore plus fragile quand toute cette attention repose sur un enfant. Ce qui me choque, c'est de me dire que l'enfance, qui devrait être un espace un peu protégé, devient une vitrine ouverte 24 heures sur 24. En effet, avant on pouvait rougir de honte pour une scène de la fête de l'école et l'oublier, aujourd'hui une vidéo maladroite ou intime peut rester en ligne pour des années. Et quand l'enfant devient ado, puis adulte, il doit vivre avec ces images que tout le monde peut retrouver, même des inconnus. C'est là que l'on parle d'empreinte numérique, une sorte de piste de miettes que l'on laisse derrière soi sans vraiment comprendre jusqu'où elle va. J'essaie d'imaginer comment je me sentirais si toutes mes bêtises d'enfance étaient encore visibles en quelques clics, et franchement, j'ai un frisson. Ce frisson est une bonne boussole, il montre que tu tiens à la possibilité de changer, d'oublier, de réinventer ton histoire. Mais si l'empreinte est trop lourde, c'est comme si le passé nous tenait par la manche sans nous lâcher. C'est exactement la crainte de beaucoup de spécialistes, ils disent que le droit d'être oublié est essentiel pour grandir et se transformer. Justement, est-ce que le droit suit ce mouvement, ou bien est-ce que les familles sont seules face à la plateforme et aux marques? La bonne nouvelle, c'est que certains pays commencent à prendre le sujet au sérieux, et la France en fait partie avec des lois qui visent directement les activités des enfants en ligne. Tu peux m'expliquer ces lois sans jargon, parce que dès qu'on parle d'articles et de codes, je me perds, et mon gingéal ne suffit plus. On va faire simple, imagine que la loi dit ceci, si un enfant tourne régulièrement des vidéos qui rapportent de l'argent, alors ce n'est plus juste un jeu, c'est assimilé à un travail et il doit être protégé comme un enfant qui travaille. Donc si je comprends bien, ce n'est pas parce que la caméra est dans le salon que ce n'est pas du travail, l'important c'est le temps, l'argent, et l'organisation autour. Exactement, la loi demande alors aux parents de déclarer cette activité, d'obtenir une autorisation, de respecter un temps de tournage limité et de mettre une partie des revenus de côté pour l'enfant. Je trouve ça rassurant, car au moins l'argent ne disparaît pas complètement dans mes dépenses des adultes, il y a une trace pour le futur de l'enfant. L'idée est que l'enfant ne soit pas seulement un visage qui rapporte, mais aussi la personne qui bénéficiera réellement de cet effort plus tard. Et pour les vidéos en elles-mêmes, est-ce que l'enfant peut demander qu'elles soient retirées un jour, quand il ne se reconnaît plus dans ces images? Oui, une autre partie importante des lois récentes prévoit que le mineur puisse demander la suppression de contenus qui le concernent, même si ce sont ses parents qui les ont mis en ligne. Je trouve ça puissant, c'est comme dire à l'enfant que sa voix compte face à la machine familiale et à la machine numérique. C'est une manière de rappeler que l'image d'un enfant ne doit pas être traitée comme un objet, mais comme une extension de sa personne. Et si les parents ne respectent pas ça, est-ce que la loi peut vraiment intervenir, ou est-ce que ce sont seulement des mots sur du papier? La loi peut autoriser un juge à limiter le droit des parents de publier des images de leur enfant s'il estime que cela met en danger sa dignité ou son équilibre. Donc dans les cas extrêmes, la justice peut dire aux parents de poser le téléphone et de ranger la caméra. Oui, c'est une façon de rappeler qu'être parent donne des droits, mais surtout des devoirs, et que le droit à la visibilité ne doit jamais écraser le droit à la protection. Je me demande comment les parents vivent ça, parce que je peux imaginer qu'ils se voient souvent comme des protecteurs, pas comme des managers d'enfants. Beaucoup de parents ne se sentent pas du tout comme des managers, ils pensent faire de leur mieux, et parfois ils se laissent entraîner par le succès sans voir les signaux d'alerte. Quel genre de signaux d'alerte? Justement, pour ne pas se raconter des histoires.
Par exemple, quand l'enfant commence à se plaindre de filmer, quand il se sent obligé de sourire, quand les notes à l'école baissent, quand les vacances deviennent surtout des tournages, ce sont des signaux très forts. Ou quand il n'a plus envie d'inviter des amis parce qu'il a peur d'être filmé pendant qu'il joue. Oui, ou quand il ne sait plus très bien s'il plaisait déjà à ses parents avant que les vidéos rapportent de l'argent, ce doute-là peut faire très mal. Cette phrase me serre la gorge, parce que l'amour d'un parent devrait être la seule chose qui ne dépend jamais des vues. C'est pour cela que cette question touche autant les gens, elle mélange l'amour, l'argent, la fierté, la peur de manquer, tout ce qu'il y a de plus sensible dans une famille. Et nous, en tant que spectateurs, nous sommes aussi dans cette histoire, parce que chaque vue encouragera ou freinera ce système. C'est vrai, chaque clic est comme un petit vote, et même si une seule personne ne peut pas tout changer, se poser des questions sur ce que l'on regarde a déjà un impact. Je me demande si on peut regarder certaines chaînes avec bienveillance et en même temps garder une distance, comme pour dire je te vois, mais je ne veux pas participer à ta pression. On peut, par exemple en choisissant des contenus où l'on sent que l'enfant reste libre de jouer, de dire non, de disparaître quelques mois, sans que tout s'effondre. Donc il faut apprendre à lire entre les lignes, voir si l'enfant semble fatigué, coincé dans un rôle, ou au contraire vivant, spontané, capable d'être différent d'une vidéo à l'autre. C'est une forme d'éducation au regard qui devient indispensable dans un monde où l'écran mêle intimité et spectacle. Et du côté des plateformes et des marques, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité claire ou bien tout est renvoyé à la famille? Les plateformes aiment rappeler qu'elles ont des règles pour protéger les mineurs, filtrer certains contenus, limiter les commentaires, mais dans la pratique tout n'est pas contrôlé, et les algorithmes favorisent ce qui retient l'attention. Donc si une chaîne d'enfants retient bien l'attention, et l'algorithme va la pousser encore plus, même si la situation derrière la caméra est compliquée. C'est pour cela que certains demandent une plus grande transparence, par exemple des labels, des limites d'âge mieux vérifiées, des partenariats encadrés avec des règles éthiques. Et les marques, elles profitent de l'audience toute fraîche, de la confiance des enfants qui regardent, alors qu'elles savent que le visage qui présente le produit est aussi un enfant. Certaines marques commencent à mettre en place des chartes internes, d'autres pas encore, et il reste un écart entre les beaux discours et les pratiques sur le terrain. Finalement, ce que tu décris, c'est un système où tout le monde a un peu de responsabilité, mais où l'enfant est celui qui a le moins de pouvoir. C'est bien résumé. L'enfant est au centre de l'image et en même temps à la périphérie des décisions. Je trouve ça dur, car un enfant n'a pas forcément les mots pour dire je suis fatigué, j'ai peur, ou je ne veux plus être filmé. Et parfois il sent que s'il le dit, il risque de casser quelque chose de précieux pour sa famille, alors il se tait ou il se dit qu'il exagère. C'est pour ça que parler de ce sujet est important, même dans un petit salon avec du piano et un gingéal, parce que ça donne des mots à ceux qui n'en ont pas. Tu vois, c'est déjà une forme de protection. Transformer ton malais en question claire, en conversation, c'est ce qui peut inspirer des parents, des éducateurs, des amis. Je me demande comment on pourrait faire autrement. Est-ce qu'il existe une version plus douce, plus respectueuse de ces chaînes d'enfants? On peut imaginer plusieurs pistes, par exemple que les parents filment moins souvent, qu'ils publient moins, qu'ils gardent certaines images seulement pour la famille et qu'ils demandent vraiment l'avis de l'enfant. Et que l'enfant puisse dire stop sans que cela ressemble à une trahison. On peut aussi imaginer des contenus où l'enfant n'est pas toujours au centre, où il participe parfois, puis disparaît, puis revient comme un être libre, pas comme un héros obligé. J'aime cette idée qu'un enfant puisse être présent et absent, parce que l'enfance, c'est aussi avoir le droit de se cacher, de garder des secrets. Les lois peuvent poser un cadre, mais le cœur du changement se trouve dans cette attitude, se demander avant de poster, est-ce que cela respecte l'avenir de cet enfant? Je retiens cette phrase, respecter l'avenir de l'enfant, parce que l'instant de la vidéo ne dure qu'un moment, alors que l'effet peut durer des années. Exactement, une vidéo virale dure le temps d'une mode, mais pour la personne qui y apparaît, elle peut devenir une étiquette difficile à enlever. Je repense à ces enfants que je vois en ligne, je me demande quels adultes ils deviendront, et s'ils auront la possibilité d'être autre chose que le personnage que nous connaissons. C'est une bonne question à garder en tête. Chaque fois que tu vois un enfant sur un écran, demande-toi quel adulte il pourra être sans ce costume.
Alors si je résume ce que j'ai compris ce soir, les enfants influenceurs vivent à la fois un rêve de lumière et un risque de charge invisible. Tu as bien compris, il y a du jeu, du plaisir, des opportunités, mais aussi du travail, de la pression, de la trace numérique, et c'est pour cela qu'il faut être prudent. Je me sens un peu coupable d'avoir regardé ces vidéos sans réfléchir, mais en même temps soulagée d'avoir enfin des repères pour les comprendre. Ce n'est pas une faute d'avoir regardé sans tout voir, personne ne naît avec un manuel pour l'ère numérique. Ce qui compte, c'est de commencer à regarder autrement. Je crois que maintenant, quand je verrai un enfant ouvrir un colis cadeau devant la caméra, je me demanderai aussi ce qui se passe après que la lumière rouge s'éteint. C'est là que tout se joue, dans ce qui ne se voit pas, dans la manière dont on parle à l'enfant, dont on range la caméra, dont on lui laisse le droit de dire non. Tu sais, j'aime ce salon parce que j'ai l'impression que les sujets compliqués deviennent un peu plus respirables ici. C'est peut-être la magie du piano ou la fraîcheur du gingembre, mais c'est surtout ta curiosité qui ouvre la porte à ces conversations. Je suis ravie de t'avoir demandé ça. J'avais peur de tomber dans un jugement simpliste, du genre ses parents sont des monstres, ou tout va bien. Les jugements simples rassurent sur le moment, mais ils ne changent pas grand-chose, alors que voir les nuances peut vraiment inspirer des changements concrets. Je me dis que si un jour je suis parent, je voudrais me souvenir de ce que tu as dit, garder des souvenirs, mais pas voler l'enfance. Tu n'oublieras pas, parce que ce soir tu as mis des mots sur une inquiétude qui te tenait déjà compagnie, et les mots justes sont la vie longue. Merci patron, vraiment, je suis arrivée avec un nœud dans la tête, et maintenant c'est comme si les fils étaient un peu mieux démêlés. C'est tout l'esprit de ce comptoir, les nœuds ne disparaissent pas tous, mais on apprend à les regarder sans paniquer. Je devrais peut-être aussi parler de ce sujet autour de moi, avec des amis qui sont parents, pas pour les juger, mais pour leur poser les bonnes questions. Ce serait déjà une belle façon de participer à un monde plus attentif aux enfants. Une conversation sincère vaut parfois plus qu'une grande campagne. Je crois que je vais finir mon verre en pensant à tous ces enfants qui regardent la caméra sans toujours savoir ce que cela signifie. Et peut-être qu'un jour, grâce à des personnes comme toi, la caméra deviendra un outil plus respectueux de leur rythme, de leurs limites, de leurs rêves. En tout cas, moi, je ne verrai plus jamais une vidéo d'enfant de la même façon, et c'est un peu comme si mon regard venait de grandir lui aussi. Les regards qui grandissent font grandir les mondes, c'est ce que je te souhaite pour ce soir avant que tu rentres chez toi. Merci pour ce moment, patron, je crois que je vais y repenser longtemps, même en dehors de ce comptoir. Alors ma mission est remplie pour ce soir, prends soin de toi, Camille, et n'oublie jamais que l'enfance mérite qu'on la protège, même quand elle brille à l'écran. Bonne nuit, patron, et merci pour le gingembre et pour les idées. Bonne nuit, Camille, que tes questions continuent de te guider avec douceur. Il est déjà tard, et je devrais rentrer, mais je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, et je ne sais pas du tout comment me sortir de cette situation. Comme j'ai oublié mon portefeuille, je me demandais si vous accepteriez, vous qui êtes assis à côté de moi au comptoir, de m'offrir ce gingembre. Je sais très bien que vous écoutez notre conversation depuis tout à l'heure, et si tout ce que nous avons partagé ce soir vous a été un peu utile, je vous demande vraiment votre aide, d'accord? Merci du fond du cœur, je savais que vous comprendriez, et si vous voulez m'offrir ce gingembre, vous pouvez faire un don grâce au code cœur en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Et pendant que j'y suis, je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, parce que cela compte énormément. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes de celle-ci, avec d'autres ambiances et d'autres sujets à découvrir. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Passez une très belle nuit et à très bientôt.